ne doit pas former un nouveau gouvernement juste pour récompenser ceux qui l'ont soutenu, mais la bonne personne à la bonne place. Je vais vous dire que je m'adresse là au président de la République. Monsieur le Président, les Centrafricains vous ont fait confiance. On souhaiterait que vous êtes un homme nouveau. Entourez-vous des gens nouveaux pour que le pays puisse se redémarrer. Parce qu'il y a des gens qui vous ont appuyé, effectivement, lors des élections dernières, des dernières élections, qui ont perdu, mais qui sont venus parce qu'ils ont vu en vous la personne qui puisse vraiment diriger le pays. Mais aujourd'hui, la mission, les élections sont terminées. Vous pouvez les remercier d'une autre manière, mais pas les ramener aux affaires, parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont déjà servi. Oui. Ils ont déjà œuvré pour le pays. Ils ont occupé des postes de ministres, ils ont occupé des postes de dirigeants. Ils ont eu beaucoup à faire pour le pays maintenant. Oui. Mais pour certains, on a vu, ils sont limités pour certains déjà. Oui. Alors autant mieux faire confiance à la jeunesse. De quelle marge de manœuvre dispose-t-il votre nouveau président? Normalement, il peut décider, parce que si jamais il se laisse entraîner dans une spirale qu'il n'arrive pas à maîtriser, si jamais il se fait entraîner par des gens qui sont autour de lui et qui n'écoutent pas son cœur, il n'écoute pas les attentes des Centrafricains. Au jour d'aujourd'hui, chaque Centrafricain a les yeux rivés sur chaque mouvement des hommes politiques. On va contrôler systématiquement ce qu'ils font. Quand c'est bon, on dira que c'est bon, on lui refera confiance prochainement. Mais si jamais il se fait entourer des gens qui sont là seulement pour se remplir les penses et ne pas penser au peuple, on n'acceptera pas. Parce que si on lui a fait confiance, c'est pour que le pays puisse vraiment se relever, mais relever avec l'effort de tous. Il faut que la réconciliation puisse être effective. Dans nos familles, il y a des musulmans. Il faut que chaque Centrafricain se retrouve avec les autres pour que nous puissions nous retrouver et puis faire décoller notre pays. A-t-il vraiment les moyens de réconcilier? Il a les moyens de réconcilier parce que il a été appuyé par toutes les franges, toutes les parties en présence. Presque déjà de tous les candidats qui étaient en liste, des 30 candidats, il devait avoir eu le soutien de plus de 25 à 26. Ce n'est pas là aussi sa faiblesse? Non, bon, on dirait pas que c'est pas sa faiblesse. Est-ce que ces soutiens-là sont en contrepartie de quelque chose? On ne sait pas, mais nous n'attendons pas, nous ne voulons pas que ce soit cela. De tous ceux qui l'ont soutenu. Mais c'est pour cela qu'on lui dise, il faut qu'il les remercie autrement. Mais il ne faudrait pas qu'il soit dans le gouvernement qui puisse diriger le pays. Il a promis donner une autre image de la Centrafrique. Nous attendons ça de lui. Nous avions des compétences. Les Centrafricains sont outillés. On a parmi nos jeunes des cadres qui sont outillés, qui peuvent aider efficacement le pays. Vous savez, ce qui me frappe beaucoup l'esprit, certains de nos cadres qui ont étudié dans les grands pays, qui étaient même premiers de leur promotion. Et quand ils repartent au pays, ils tombent dans les tares. Ils n'arrivent pas à gérer comme il se doit. Et vous voyez qu'au bout de peu de temps, ils ont des châteaux, ils ont des maisons, des belles maisons, et ils se la pètent. Le bas peuple voit ça. L'armée de foi voit comment les autres vivent. Et il y a beaucoup de mécontents à chaque fois. C'est la cause de l'instabilité dans votre pays. On va conclure notre entretien. Quels sont les chantiers prioritaires? Vous avez cité, je l'ai entendu tout à l'heure, la réconciliation nationale. J'imagine que c'est le plus grand chantier d'ailleurs de votre président. Mais au-delà de la réconciliation, il faudra remettre le pays au travail aussi. Il faut remettre le pays au travail, mais la sécurité d'abord. Oui. Le chef de l'État doit s'atteler à ramener la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas aller au champ. Les gens ne peuvent même pas se balader au-delà de 22 heures. Les gens ont peur parce que beaucoup d'armes pilulent dans les quartiers. Beaucoup d'armes pilulent dans l'arrière-pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens dorment toujours dans la bourse. Les gens dorment toujours à l'aéroport. J'espère qu'il trouvera rapidement un moyen de sécuriser le pays, de désarmer le pays. Parce que la Centrafrique, c'est une armurière, poudrière à ciel ouvert. Il faut trouver moyen de désarmer les gens. Que les gens qui ont des armes, avant qu'ils ne puissent commencer, qu'eux-mêmes rendent ces armes. Si jamais ils désarment pas leur cœur, on ne va pas trouver moyen de vraiment retrouver la paix. Qu'ils remettent les armes qu'ils ont devers eux et qu'ensemble on puisse vraiment parler de réconciliation. Mais la sécurité est la première des choses qui doit s'atteler. L'armée doit être redéployée sur le terrain. On est d'accord que 5 ans ne suffiront pas pour faire tout ce chantier. Ça ne suffirait pas vraiment. Mais c'est pour cela qu'il doit commencer par se mettre au travail dès à présent et essayer de commencer par voir déjà, c'est à chaque coup d'État que les gens deviennent des milliardaires, des millionnaires, ils deviennent riches. Le pays n'a jamais fabriqué de riches. Et
vers la fin de la transition, il y a des nominations qui sont faites comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut qu'ils s'attellent à prendre des décisions justes parce que nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce pays. On veut que les choses s'arrêtent et que vraiment un changement et la répartition équitable des biens, des avantages du pays puisse être donnée à tous les enfants du pays. Que les gens puissent trouver du travail. Que chaque petit Centrafricain puisse avoir l'occasion d'aller à l'école et puis de préparer son avenir. C'est ce qui nous manque en ce moment. Paul Cyriaque Semaporo. Je vous sens suffisamment passionné pour votre pays. Malheureusement, notre entretien arrive. C'est l'alerte rouge et puis ça a dépassé même déjà. Nous tombons à disparaître. Les gens, un homme normal ne peut pas marcher dans la rue. Vous marchez dans la rue, vous êtes sûr qu'une balle perdue peut arriver. Hier, il y a eu une grenade qui a été lancée à tout hasard dans le marché Kokoro au kilomètre 5 qui a fait des blessés. Donc à tout bout de champ, vous pourriez être soumis à une attaque quelconque qui peut arriver. Les gens ont peur de voir les gens turbanés, les gens ont peur de voir les militaires tchadiens en train de sillonner. Donc ils se terrent. Ils finissent le boulot, ils dorment sur le lieu de leur travail. Ils appellent le lieu de leur travail l'hôtel. Vous êtes le représentant des sans-voix, vous le dénoncez ça aujourd'hui? Je le dénonce. Les gens vous avez le sentiment d'être entendu, mais vous le dénoncez, je suis bien d'accord avec vous. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être, justement comme vous êtes le représentant des sans-voix, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, entendu, suivi? On n'est pas écouté. À partir du moment où les gens n'écoutent que d'autres sphères, c'est les médias qui donnent les informations. On n'est jamais parti vers les gens qui souffrent, ceux qui vivent dans la misère, ceux qui sont dans ces situations de précarité. Là, on leur a jamais posé la question. On ne veut même pas savoir ce qu'eux, ils ressentent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de la communauté? Vous êtes le représentant des sans-voix, donc peut-être que vous parlez aussi en leur nom. Hein. Voilà, je dis, les gens attendent. Les Centrafricains en ont marre en ce moment-là. Ils ne veulent qu'une seule chose, le départ du contingent tchadien de la République centrafricaine. Nous ne pouvons pas. On dit qu'il y a une guerre de religion en Centrafrique. C'est faux, il n'y a pas de guerre de religion. On a toujours cohabité avec nos frères tchadiens, nos frères musulmans, ceux qui sont là en Centrafrique. Certains sont nés en Centrafrique. On a grandi, moi-même dans ma famille, il y a des musulmans qui sont en Centrafrique, qui sont nés. Il y a ma tante qui a fait des enfants avec des musulmans. Ils sont mes cousins directs, ils ne peuvent pas partir comme ça. On n'a jamais eu de point de cohabitation avec eux. Même opinion, problème de cohabitation. Les PV qui présentent que non, ça a été biaisé, c'est faux ce qu'ils disent. Ils ne sont pas populaires, ils sont connus que de leurs églises, de leurs quartiers, de leurs amis, de leurs parents, c'est les voix de leurs connaissances qu'ils ont eues. Ils n'ont pas mené des actions comme a mené Touadéra, comme a mené Anicet Georges Délégué pour avoir le suffrage de tous les Centrafricains. Ils n'ont pas eu cette portée-là. Touadéra, pendant 5 ans, a payé tous les fonctionnaires centrafricains sans arrêt de salaire, ni les pensions, les bourses. Mais il est connu de tous les Centrafricains. Il a mené des actions d'envergure. Non, je vous dis ça. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour Touadéra. Je vous assure. Pourquoi, en tant que candidat indépendant, il a percé? C'est parce qu'il a modernisé. Il était en train de moderniser la RCA. C'est ce que disait Boston. Je donne la parole à Abel Naki, s'il vous plaît. Abel Naki. Je pense qu'en Centrafrique, il y a 3 choses qu'il faut voir. Il y a d'abord le fait que c'est un pays qui sort d'une guerre de 3 années. La deuxième... 3 années et encore, oui, on peut même dire, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas... La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le peuple qui est sorti. Est-ce que ces 20 candidats qui font une déclaration et ce monsieur... J'oublie le nom, Kapou. Monsieur Kapou, qui parle des urnes bourrées. Est-ce que ces gens-là sont représentatifs de ce peuple centrafricain qui est sorti comme un seul homme pour aller voter? Bon. C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, après, il y a des moyens de recours. Il y a des moyens de recours en démocratie. S'ils ont vu qu'il y a eu des tricheries, ils peuvent saisir les juges ou le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel pour le coup. Ou même les juges de la sous-région, la CEMA comme on l'appelle. Voilà. Donc il y a des recours. Pour le procès électoral, en tout cas, c'est la Cour constitutionnelle qui doit être saisie. Il faut aider le processus à aller de l'avant. Je pense que c'est à l'issue de ce processus-là qu'il faut aider ce pays-là à sortir de cette crise. On a fait un tour. Vraiment. J'ai volontairement laissé évidemment s'étaler cette émission et je savais qu'elle allait provoquer un vif débat. Je tiens à vous rassurer, évidemment, je ne traite que les sujets qui font débat. Voilà. Encore une fois, je m'attarde sur la Centrafrique, sur les sujets qui font débat. Je ne suis pas là pour dire il a raison, il a faux, etc. Je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit. Bien sûr, et je regarde nos amis téléspectateurs, bravo aux Centrafricains, évidemment. En plus, évidemment, on connaît la situation sécuritaire, d'être allés en masse. Et évidemment, ça, c'est un outil dont il faut se saisir. Ça s'appelle le bulletin de vote. Merci à vous, messieurs. On continue. Deuxième sujet. Le débat continue sur la page Facebook Ça fait débat. Elle s'intitule Ça fait débat. Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression. Et sur Twitter, @CFDébat. La Côte d'Ivoire, parlons-en juste.
pu faire. On n'a pas pu arrêter le cycle de la violence. Les choses s'enveniment chaque jour. On vous a parlé du décès d'un casque bleu, parce que c'est un casque bleu, on vous a cité ça. On a cité dans le moment que non, un casque bleu est décédé. Mais si un casque bleu est décédé, c'est que les nationaux, les Centrafricains qui sont décédés à cette occasion-là, ils devaient même en avoir 100 qui sont décédés. Parce qu'on ne vous donne pas les chiffres exacts. Des gens meurent à Fatima. Ce matin-là, 2 jeunes traversaient l'église catholique de Fatima pour rentrer dans le quartier, regarder leur maison, après la prière. Ils ont été pris à partie. C'était 3. 2 sont morts sur le coup. On ne connaît pas le sort du 3e. C'est vous dire que si déjà à Bangui, l'équipe gouvernementale ne maîtrise rien, ne sécurise rien, malgré les 12 000 casques bleus qui sont en Centrafrique, les éléments de Sangaris qui sont là, mais ils n'arrivent même pas à sécuriser le pays, ils n'arrivent même pas à désarmer les milices en place. C'est dire que rien ne peut se faire. Alors, je distribue la parole. Vous savez, je vais m'adresser à Makelen Guebla, ensuite à Siam et à Christian. La violence, bon, comme il le rappelait, elle est toujours de mise dans le pays. Il vient de le rappeler, notre ami Paul Sériac. La présidentielle s'approche, les législatives également. Le 27, ils ont été fixés, hein, c'est le 27 décembre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme scénario ? Écoutez, Adil, ce qu'on constate aujourd'hui en Centrafrique, c'est que le pays est plongé dans une impasse. Instabilité dans votre pays. On va conclure notre entretien. Quels sont les chantiers prioritaires? Vous avez cité, je l'ai entendu tout à l'heure, la réconciliation nationale. J'imagine que c'est le plus grand chantier d'ailleurs de votre président. Mais au-delà de la réconciliation, il faudra remettre le pays au travail aussi. Il faut remettre le pays au travail, mais la sécurité d'abord. Oui. Le chef de l'État doit s'atteler à ramener la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas aller au champ. Les gens ne peuvent même pas se balader au-delà de 22 heures. Les gens ont peur parce que beaucoup d'armes pilulent dans les quartiers. Oui. Beaucoup d'armes pilulent dans l'arrière-pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens dorment toujours dans la bourse. Les gens dorment toujours à l'aéroport. J'espère qu'il trouvera rapidement moyen de sécuriser le pays, de désarmer le pays, parce que la Centrafrique, c'est une armurière, poudrière à ciel ouvert. Il faut trouver moyen de désarmer les gens. Que les gens qui ont des armes, avant qu'ils ne puissent commencer, qu'eux-mêmes rendent ces armes. Si jamais ils ne désarment pas leur cœur, on ne va pas trouver moyen de vraiment retrouver la paix. Qu'ils remettent les armes qu'ils ont devers eux et qu'ensemble on puisse vraiment parler de réconciliation. Mais la sécurité est la première des choses qui doit s'atteler. L'armée doit être redéployée sur le terrain. On est d'accord que 5 ans ne suffiront pas pour faire tout ce chantier. 5 ans ne suffirait pas vraiment. Mais c'est pour cela qu'il doit commencer par se mettre au travail dès à présent et essayer de commencer par voir déjà, c'est à chaque coup d'État que les gens deviennent des milliardaires, des millionnaires, ils deviennent riches. Le pays n'a jamais fabriqué de riches. Et vers la fin de la transition, il y a des nominations qui sont faites comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut qu'ils s'attellent à prendre des décisions justes parce que nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé dans ce pays. On veut que les choses s'arrêtent et que vraiment un changement et la répartition équitable des biens, des avantages du pays puisse être donnée à tous les enfants du pays. Que les gens puissent trouver du travail. Que chaque petit Centrafricain puisse avoir l'occasion d'aller à l'école et puis de préparer son avenir. C'est ce qui nous manque en ce moment. Paul Sériac Semaporo. Je vous sens suffisamment passionné pour votre pays. Malheureusement, notre entretien arrive à son terme. Merci beaucoup, président du collectif des Voix des Sans-Voix, un mouvement de défense qui ont dirigé l'État. Je peux souligner un point que depuis que la RCA est devenue RCA de nos jours, depuis la création de la RCA à nos jours, tous les gens qui ont été au pouvoir, ils n'étaient pas venus par une quelconque élection en tant que telle, ils ont été placés. C'est des pions pour la plupart. Le peuple a fait un choix dernièrement, mais on a compris que malgré que le président se trouve être là, mais il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains. Parce que les Nations Unies étant présents, le pays est toujours sous tutelle. On ne peut pas décider quoi que ce soit. Mais si le pays est sous tutelle, comment se fait-il? Parce que si vous mettez un pays sous tutelle, vous mettez un pays sous embargo, vous devez veiller à ce qu'il y ait une sécurité par rapport aux gens qui sont là. Vous mettez le pays sous tutelle, vous ne protégez même pas les habitants du pays. Malgré que vous êtes sur place, on tue toujours des gens, on massacre les civils, des populations qui ne sont pas armées. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'effectif de la MINUSCA. Je vais vous dire que l'armée nationale régulière centrafricaine était constituée à la limite juste de 5000 hommes, mais ils quadrillaient tout le pays. Nous avions en présence, nous avions en Centrafrique en ce moment... Elle est passée où, cette armée? Cette armée dilapidée, mais on a quand même au moins
une bonne partie qui se trouve être encore toujours là. Certains sont partis parce qu'il y avait des tueries, ils sont des réfugiés dans les autres pays à côté. D'autres sont toujours là, mais ils ne peuvent pas travailler en tant que tels. Mais ils sont payés. Ils n'ont pas les moyens, mais ils sont pris en charge sur le budget de l'État centrafricain. Alors, comme on les paye chaque fois, on peut toutefois les reverser dans la gendarmerie, dans la police. Africain, je pense aussi à mes compatriotes qui sont sur place et qui m'ont fait passer le message très nettement. Merci pour votre réponse. Paul Cyriac, allez-y, votre intervention, parce que vous êtes centrafricain à la tête de ce mouvement sans voix et des minorités. Cette question ethnique et religieuse, vous le confirmez, vous le vivez, vous avez les mêmes ressentis par rapport au contact que vous avez sur le terrain? Non, je n'ai pas le même ressenti. Moi qui vous parle, dans ma famille, il y a des musulmans. On n'a jamais connu cette situation. Il n'y a jamais eu de conflit interreligieux en Centrafrique. Comment vous Dans ma l'expliquez? famille, j'ai des tantes qui sont mariées à des musulmans. J'ai mes cousins qui sont musulmans et j'ai des amis avec qui on a fréquenté l'école ensemble, on a fréquenté le centre de sport ensemble, on a tout fait ensemble. On n'a jamais connu ce problème. Il se trouve que quand les Séléka sont rentrés à Bangui, mais le peuple était resté obéissant. Le peuple n'avait rien fait. Mais ces gens qui étaient rentrés, ces rebelles-là, c'est des mercenaires. Ce ne sont pas des Centrafricains. C'est des gens qui ont été recrutés vers le Soudan, qui ont été recrutés vers le Tchad. C'est des chasseurs d'opportunités. C'est des gens qui venaient pour s'enrichir et partir. Mais en venant sur le terrain, comme il n'y avait pas d'argent pour les payer, et alors, ils ont reçu des instructions des dignitaires de l'époque, des gens qui dirigeaient la Séléka. Alors, servez-vous. Et ils se sont servis sur le pauvre peuple. Mais comme ces gens qui venaient, ces mercenaires qui venaient ne parlent ni sango ni le français, on comprend pour la plupart que ce ne sont pas des Centrafricains, c'est des gens qui ont été recrutés pour venir faire ces sales besognes. Le peuple a souffert. Merci, Paul Cyriac. Le mouvement, s'il vous plaît, le mouvement anti-Baraka qui a vu le jour, s'il vous plaît, c'est parce que c'est des groupes d'autodéfense. Les gens ont voulu se défendre contre ces agressions. Et c'est comme ça que les anciens dignitaires, les gens du mouvement de pose des KMK, les gens qui ont dirigé le pays à l'époque, ils ont chacun récupéré ces mouvements pour en faire leur. Merci, mais Paul on avait Cyriac. été avancé, on avait été prévenus. C'était pas... Habité par la passion. On n'a pas de forme de confession à la Centrafrique. Voilà, Paul ils se sont Cyriac, défendus seulement. C'est un beau témoignage. Non mais c'est un beau témoignage d'abord parce que Patricia Adam disait oui c'est vrai quand vous parliez de ces mercenaires finalement qui ne parlaient ni le centrafricain et le français, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse? En un mot, ils sont passés où ces mercenaires qui sont venus, qui sont descendus sur Bangui? Ils sont repartis comme ils étaient venus après avoir pillé, ils sont repartis avec leur butin. Voilà. Juste un mot pour... Donc Tchad, Soudan... c'est malheureusement une vieille histoire. C'est une histoire qui existait avant la colonisation. C'est la colonisation. Malgré que le président se trouve être là, mais il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains. Parce que les Nations Unies étant présents, le pays est toujours sous tutelle. On ne peut pas décider quoi que ce soit. Oui. Mais si le pays est sous tutelle, comment se fait-il? Parce que si vous mettez un pays sous tutelle, vous mettez un pays sous embargo, vous devez veiller à ce qu'il y ait une sécurité par rapport aux gens qui sont là. Vous mettez le pays sous tutelle, vous ne protégez même pas les habitants du pays. Malgré que vous êtes sur place, on tue toujours des gens, on massacre les civils, des populations qui ne sont pas armées. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'effectif de la MINUSCA. Je vais vous dire que l'armée nationale régulière centrafricaine était constituée à la limite juste de 5000 hommes, mais ils quadrillaient tout le pays. Nous avions en présence, nous avions en Centrafrique en ce moment... Elle est passée où, cette armée? Cette armée dilapidée, mais on a quand même au moins une bonne partie qui se trouve être encore toujours là. Certains sont partis parce qu'il y avait des tueries, ils sont des réfugiés dans les autres pays à côté. D'autres sont toujours là, mais ils ne peuvent pas travailler en tant que tels. Mais ils sont payés. Ils n'ont pas les moyens, mais ils sont pris en charge sur le budget de l'État centrafricain. Alors, comme on les paye chaque fois, on peut toutefois les reverser dans la gendarmerie, dans la police, de manière à ce qu'ils puissent travailler en tant que tels. Pour pouvoir rebondir un peu dessus par rapport à la nomination du procureur. Oui, très rapidement. Pour rebondir sur la nomination du cabinet, du procureur et tout le reste pour le tribunal pénal international spécial centrafricain. La question se posera de savoir comment est-ce que ces personnes qui seront censées être jugées vont être ramenées devant le procureur. Oui. On va le faire comment? Comme on a fait au Rwanda. Comme on a fait au Rwanda, mais le Rwanda s'est organisé tout seul après. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, vu que la MINUSCA et les forces de la MINUSCA n'ont pas le droit, entre guillemets, parce que ce n'est pas leur mission de faire la police, qu'est-ce qui va faire la police? Qu'est-ce qui va ramener ces groupes armés ou ces personnes responsables des exactions devant le procureur? C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la possibilité de
passer à la vitesse supérieure dans le cadre de la réorganisation de l'armée centrafricaine. La question au départ, c'était évidemment de se demander comment on pouvait faire pour briser les cycles d'impunité et de violence. On va rassembler nos idées parce qu'on va vers la fin de cette émission pour que au moins ceux qui nous suivent puissent se dire « Ok, nous comprenons ce qui se passe un peu plus en Centrafrique ». Vous dites qu'aujourd'hui, l'une des solutions pour briser le cycle d'impunité, ce serait de remettre à flot, pardonnez-moi l'expression, mais de remettre en marche l'armée centrafricaine, de la rééquiper à nouveau, de lui redonner ses missions régaliennes pour qu'elle puisse venir en appui de la MINUSCA. Tout à fait. Mais non seulement les associer avec les éléments de la MINUSCA pour qu'elles puissent travailler ensemble. Les éléments de la MINUSCA ne peuvent pas identifier tel ou tel personne en tant que tel. Un centrafricain, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas de son pays, nous avions, vous savez, la richesse de la République centrafricaine, c'est que nous n'avions qu'une seule langue nationale. Nous avions nos dialectes. Mais tout centrafricain doit parler le sango. Le Alindara, de l'UPC dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a massacré plus de 30 personnes. Ce n'est pas que 30 personnes. On a massacré à Bakala 30 personnes. On a massacré Bulé des Médins. Ça va arranger beaucoup de gens. Je peux m'expliquer là, s'il vous plaît? Laissez-le, s'il vous plaît. Alors, la Centrafrique, dans son cas, c'est un cas particulier. Beaucoup de gens sont à la solde de ces gens qui dirigent la transition. Même nos hommes politiques, ils sont payés par les gens qui sont au pouvoir en ce moment. Ils la ferment. Ils n'ont même pas la possibilité d'ouvrir leur bouche pour donner. C'est sûr ce que vous dites là. Mais oui, mais je vais vous dire une chose. De dire en tant qu'homme politique leader qui représente son pays que non, les conditions ne sont pas réunies pour que nous allions aux élections. Les gens dorment encore à côté de l'aéroport. Les gens dorment dans la brousse. Les gens ne peuvent même pas aller sur les sites, s'inscrire sur les listes électorales. Vous demandez aux gens d'aller aux élections. Ça n'existe nulle part. Non, mais la sécurité en 100% n'existe pas. Mais dans le cas de la RCA, demandez aux gens. Il y a des partis politiques qui ont accompagné l'arrivée des Séléka, qui étaient aux affaires avec les Séléka, qui ont placé leurs pions, qui sont en train de se préparer pour aller obligatoirement aux élections, de manière à ce que ces élections ils puissent aller et puis gagner ces élections. Mais on n'a pas besoin de ça, que les élections, l'enregistrement sur la liste électorale puisse se faire d'abord apaiser. Que les élections se préparent, qu'on puisse aller aux élections dans la sécurité. C'est pas normal. Non, messieurs. Non, s'il vous plaît. Christian Babé, s'il vous plaît, vraiment. Juste, je veux remettre un peu de l'ordre là-dedans, parce que sinon, ça va devenir inaudible pour le téléspectateur. Paul Cyriac, le peuple connaît ces gens-là qui veulent tirer profit, même ceux qui ont eu à faire des alliances avec ceux qui incarnaient le mal, le peuple les connaît. Je préfère faire confiance au peuple, même si c'est 30% de la population, 20% de la population, que de faire confiance à 100 personnes de la CNT qui vont prolonger une transition ad vitam aeternam. Mais il n'a pas l'air d'accord avec Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, pour clore sur ce sujet, le découpage électoral, le découpage électoral en République centrafricaine, avec 3 régions, représente près de 50%. Le récent découpage électoral, ça donne la Lobaye, l'Ombela-Mpoko et Nana Mambere à près de 50%. Vous y rajoutez la ville de Bangui, mais ne serait-ce que même qu'avec ces régions qui sont sécurisées, vous faites les élections, on aura une vision du choix du peuple. Allez, que le pays puisse se diviser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là où vous allez avoir un pays qui se coupe. Recherche ça. Exactement. Moi, je suis d'accord avec vous, Paul Cyriac. Malheureusement, je donne très peu mon point de vue. Mais Boston, avec ce que vous venez de dire, vous divisez clairement le pays. La Centrafrique est indivisible. On ne va pas parler. S'il vous plaît, Farid, ensuite Christian. Farid Tamsamani. Mon cher, de vouloir faire des élections dans la Lobaye, à Bangui, s'il vous plaît, vous allez donner crédit à ceux qui ont toujours voulu diviser le pays, de dire mais voilà, je suis en train de vous dire, votre élection là-bas, nous ici, nous sommes le soulever un point extrêmement sensible. Il nous reste 3 minutes d'émission. S'il vous plaît, si on peut se discipliner, 3 minutes d'émission. 3 minutes d'émission. Il faudra que ces élections-là soient inclusives. Toutes les régions doivent être concernées. Ce n'est pas question. Et alors pour cela, attendez, messieurs, il nous reste quelques. C'est parti.
Allez, je commence par Siam Swede, votre top de la semaine. Alors, moi, je parle pas du flop, le top. Mon top, c'est mon coup de cœur, on va dire. C'est à Monsieur Hama Amadou, qui est ancien Premier ministre du Niger, qui est candidat à l'élection présidentielle, et qui a Issoufou qui lui fait des misères. Et il a pris le courage d'aller, il a eu le courage là maintenant de préparer son retour au Niger. Donc bravo. Ça c'est votre top de la semaine. Oui. Christian Babé. Alors mon top de la semaine, je suis un peu sportif. Alors j'ai beaucoup aimé la victoire de la Nouvelle-Zélande en rugby. Et puis j'ai vu l'accueil chaleureux. Vous parlez des All Blacks. Les All Blacks. L'accueil chaleureux. Et le personnel de l'aéroport de... c'est Auckland, la capitale, je crois. Et qui a fait le haka sur la piste d'atterrissage. Sur le tarmac. Absolument. C'était vraiment génial. Ouais, j'ai vu. On n'a jamais vu ça. C'était là, oui. C'était récent, c'est tout récent, ça. Oui, tout à fait, voilà. Ils les ont accueillis sur le tarmac. Effectivement, ça c'était mon top de la semaine. Et vous, attendez, ne vous empressez pas, on n'est pas encore arrivé au flop. Paul Sériac, votre top de la semaine, c'est le renouveau de la jeunesse centrafricaine qui se réveille comme un seul homme. J'ai vu des jeunes braves femmes, des jeunes hommes et puis des mamans se mettre debout pour comprendre que non, on doit faire changer notre destinée. Et je suis content pour ça. C'est vrai, on peut considérer que c'est un bel élan, en tout cas, vers un avenir meilleur. Allez, à vous, Makelan Gebla. Le top de la semaine, c'est tous mes amis sur Facebook qui m'ont accompagné pendant 3 semaines en Espagne et qui ont liké. Ah, vous êtes vraiment évu, hein. Ça y est, vous allez devenir espagnol, vous. Hein. Il va devenir espagnol, notre Makelan Gebla. Ça y est, hein. Il va redonner vite. Allez, hop, Juman, on va être en retard. Le flop de la semaine. C'est en un mot, s'il vous plaît. L'acharnement judiciaire qui est fait contre Benzema, voilà. Contre Benzema, ah, la sextape. Ouais, ça vous plaît pas, ça, hein? Ah non, je trouve que c'est vraiment les médias s'acharnent sur lui et il y a une exagération et je pense que si ça plaît pas à Benzema, il n'aurait pas, en tout cas, subi tout cet harcèlement médiatique et judiciaire. Ah ouais, on a bien compris qu'elle soutient Benzema là. Hein. Ouais, Christian Babé, votre flop. Alors mon flop de la semaine, c'est les médias occidentaux. Et je vais me faire beaucoup d'ennemis certainement, mais j'ai vu récemment des élections en Afrique, Côte d'Ivoire, un référendum 30 secondes, au Congo-Brazzaville. Les résultats annoncés par les pays ne reflètent pas la réalité. Et les médias occidentaux... Ça, c'est votre flop de la semaine. Voilà, je vous dis, les médias occidentaux, faut pas s'y engouffrer bêtement. Paul Sériac, en 5 secondes, s'il vous plaît. C'est juste qu'il faut que l'opinion internationale se bouscule pour que la RCA puisse avancer, parce qu'on est au point mort. Au point mort, il faut avancer. Makelan Gebla. Allez. Je te plante ce qu'on appelle désormais un coup KO au premier tour des élections présidentielles en Afrique. Quand on voit un peu le Togo, on voit un peu la Côte d'Ivoire également, donc ça m'inquiète un peu. Voilà, merci à vous, merci à Siam Swede qui est conseillère en communication chez Idil Consulting, c'est la directrice générale et elle est aussi chroniqueuse pour le magazine Le Point. Merci à vous, cher Siam. Merci également à Christian Babé, directeur d'Ivoire Business et président du RPCI AC. Merci à vous. Merci à Paul Sériac Semaporo, président du collectif des Voix des Sans-Voix de Centrafrique. Merci à vous également. Et enfin, merci à Makelan Gebla qui est tombé amoureux de l'Espagne, qui est notre célèbre blogueur. Merci à vous tous. Le débat continue sur votre page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, c'est F Débat. Merci à toute l'équipe technique et à notre réalisateur Juman qui a réalisé cette émission. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était scandaleux, c'était scandaleux. Tout le monde était prêt à oublier le Centrafrique. Tout le monde était branché sur le Mali, magnifique opération Serval, etc. Et la Côte d'Ivoire, et on laisse tomber Centrafrique. Que les Centrafricains se mobilisent, montrent qu'ils y croient. Qu'ils se déplacent pour aller voter. Au lieu de prendre des armes, moi je préfère qu'ils prennent des bulletins de vote. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Mais alors vous leur répondez quoi, Capou, quand ils disent que les urnes sont bourrées? Mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Vous êtes en train de dire, j'entends bien, j'entends bien que, et heureusement d'ailleurs, je m'adresse aux Centrafricains, ils ont été massivement votés et qu'on peut que l'applaudir. Mais répondre, s'il vous plaît, je réponds à Capou que Anissé Dolo-Guelleh, qui est le meilleur, là, il s'est donné les moyens de se bâtir une machine et d'aller dans les fins fonds des villages. Monsieur Capou ne peut pas rester à Bangui. Il y a les Banguissois et il y a les Centrafricains.
Et il faut arrêter, cesser d'écouter les Banguissois. Donc il raconte des salades. Écoutez les Centrafricains. C'est beaucoup plus vaste que ça. Attention, il raconte des salades. Il raconte des salades. Tout ce qu'ils disent là, c'est que du pipeau. Ouais. Ils sont même pas connus du peuple centrafricain. Ils ne peuvent pas aller au village. Ils n'ont même pas eu l'occasion de battre à l'intérieur du pays. Les urnes. Ils n'ont pas amené les preuves. Ils n'ont pas amené les preuves. C'est une invention parce qu'ils parlent de ça, mais qu'ils amènent sur le fait. Faites attention à ce que... Non, mais il faut vraiment qu'on fasse attention. On vous dit que c'est pas vrai. Comment avancer ce que vous dites, la véracité de l'information? Vous vous appuyez sur quoi pour dire que ce n'est pas vrai? On s'appuie sur le fait que, mais si vous avez plus des gens avec des bulletins de paie, pourquoi ne pas les avoir pu les présenter aux représentants de la loi? Il fallait les arrêter. On en a entendu parler, mais on n'a jamais vu. On a vu des photos, mais on n'a jamais vu ces pièces montées comme ça, là. On a arrêté un taxi devant une pâtisserie à Bangui, bourré dur, mais on n'a pas dit qui était le candidat, qui était sur cette liste-là. On nous montre des schémas, des maquettes, mais on n'a pas vu les preuves. Ça, c'est un manque de respect encore terrible vis-à-vis du peuple centrafricain qui s'est déplacé massivement. Je remercie le peuple centrafricain de s'être levé comme un seul homme pour aller voter. Et je remercie la communauté internationale qui était à côté, la communauté africaine qui était là. Ils ont approuvé, ils ont vu le processus. Ils disent non. Dans chaque bureau de vote, il y a chaque représentant de chaque candidat. Comment peut-on avoir ces résultats-là alors qu'on dit que c'est faux, alors qu'ils ont leurs représentants sur place qui ramènent les PV, qui présentent que non, ça a été gazé. C'est faux ce qu'ils disent. Ils sont pas populaires. Ils sont connus que de leurs églises, de leurs quartiers, de leurs amis, de leurs parents. C'est les voix de leurs connaissances qu'ils ont eues. Ils n'ont pas mené des actions comme a mené Touadéra, comme a mené Anicet Georges Deleguélé pour avoir le suffrage de tous les Centrafricains. Ils n'ont pas eu cette portée-là. Touadéra, pendant 5 ans, a payé tous les fonctionnaires centrafricains sans arrêt de salaire, ni les pensions, les bourses. Mais il est connu de tous les Centrafricains. Il a mené des actions d'envergure. Non, je vous dis ça. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour Touadéra. Je vous assure. Pourquoi, en tant que candidat indépendant, il a percé? C'est parce qu'il a modernisé. Il était en train de moderniser la RCA. C'est ce que disait Boston. Je donne la parole à Ben Laki, s'il vous plaît. Je pense qu'en Centrafrique, il y a 3 choses qu'il faut voir. Il y a d'abord le fait que c'est un pays qui sort d'une guerre de 3 années. La deuxième... 3 années et encore, oui, on peut même dire, ça fait 10 ans que je n'ai pas... La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le peuple qui est sorti. Est-ce que ces 20 candidats qui font une déclaration et ce monsieur, j'oublie le nom, monsieur Kapou, qui parle des urnes bourrées, est-ce que ces gens-là sont représentatifs de ce peuple centrafricain qui est sorti comme un seul homme pour aller voter? C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, après, il y a des moyens de recours. Il y a des moyens de recours en démocratie. S'ils ont vu qu'il y a eu des tricheries, ils peuvent saisir les juges ou le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel pour le coup. Ou même les juges de la sous-région, la CEMA. Les PV qui présentent que non, ça a été gazé. C'est faux ce qu'ils disent. Ils ne sont pas populaires. Ils sont connus que de leurs églises, de leurs quartiers, de leurs amis, de leurs parents. C'est les voix de leurs connaissances qu'ils ont eues. Ils n'ont pas mené des actions comme a mené Touadéra, comme a mené Anicet Georges Deleguélé pour avoir le suffrage de tous les Centrafricains. Ils n'ont pas eu cette portée-là. Touadéra, pendant 5 ans, a payé tous les fonctionnaires centrafricains sans arrêt de salaire, ni les pensions, les bourses. Mais il est connu de tous les Centrafricains. Il a mené des actions d'envergure. Non, je vous dis ça. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour Touadéra. Je vous assure. Pourquoi, en tant que candidat indépendant, il a percé? C'est parce qu'il a modernisé. Il était en train de moderniser la RCA. C'est ce que disait Boston. Je donne la parole à Ben Laki, s'il vous plaît. À Ben Laki. De démocratie. Non, s'il vous plaît. Paul Sériat, allez-y. Que le débat puisse être on va pas passionné, il faut bien relever le niveau. Mais ce qui est sûr, je peux parler du groupe Y en a marre. Ils sont affiliés à aucun homme politique. Voilà. Ce groupe-là est parti du Sénégal et ça gagnait actuellement l'Afrique. Non, la preuve, ils attaquent Macky Sall, donc ils ne sont pas affiliés. S'ils étaient affiliés, ils n'allaient pas l'attaquer. Voyez-vous, ils disent que c'est pas normal. Il a fait des promesses. Et cette promesse se lie au peuple, malgré que vous avez si bien expliqué, il a consulté la Cour constitutionnelle, mais c'est juste des avis qu'ils ont donnés. Exactement. Il peut passer au-dessus de ces avis-là et puis prendre position, il sortirait grandi de cela. Mais il n'a pas voulu s'aventurer sur ce terrain parce que les gens qui l'entourent ont n'est pas obligé d'être d'accord avec Ibouba et vous. Allez-y, exprimez votre pensée. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Est-ce que le collectif a eu tort de créer ce front du non ou pas du tout? Ou est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est une erreur? Dites-nous. En fait, il faut rappeler aussi du non, justement. Du non à quoi? Mais du non, parce qu'en fait, nous allons vers un référendum dans 20 jours. Le non-référendum et référence au mandat. C'est le référendum là, dans quelques jours. Ça ne concerne pas ce cas-là.
pour le mandat, mais pas le mandat en cours. Le référendum. Exactement. Le référendum pour prochainement le 20 mars, précisément. Exactement. Exactement. Nous avons mis en place un collectif, ce n'est pas Y'en a marre seulement, mais c'est un collectif constitué de l'ensemble des partis d'opposition au Sénégal, y compris le PDS, mon parti, pour dire non au président Macky Sall, parce que nous n'avons pas vu l'importance de ce référendum. Non au quinquennat, finalement. Non au quinquennat. Non au quinquennat, parce qu'en fait, c'est pas un projet de référendum sérieux. C'est pas un projet de référendum sérieux. Comment vous pouvez convoquer les Sénégalais en moins de 20 jours à aller aux urnes? Je suis d'accord avec vous. Comment vous convoquer les Sénégalais en moins de 20 jours, et on connaît la population sénégalaise, la majeure partie sont des analphabètes. Comment ils peuvent lire laissez-moi terminer, monsieur. Comment ils peuvent lire ces 15 points-là des réformes proposées par Macky Sall et le comprendre pour aller voter non? Oui. Le peuple, c'est le front du non, hein, c'est ça le front du non. Attendez, puisque vous avez posé la question. Je voudrais simplement qu'on rappelle à tous nos téléspectateurs qui viennent nous retrouver, parce qu'on a un peu de mal à s'entendre ici. Hein. Vraiment, je vous demanderai un peu de discipline, s'il vous plaît. Le non, le collectif qui est indépendant, hein, c'est un collectif qui réunit à la fois des rappeurs, des leaders d'opinion, d'accord, qui sont... Ouais, quelques-uns, pas beaucoup, mais en même temps, je veux dire, il faut reconnaître quand même que le collectif Y'en a marre...